Salut à tous, c'est Bilou et je suis aujourd'hui donc en compagnie pour mon émission Canap et de Franck Guillaume, qu'on va dire Franck de JVC parce que c'est beaucoup comme ça qu'on te connaît, Franck. Salut Franck. Ah mais salut Bilouette. Bah écoute, merci de m'avoir invité déjà avant toute chose. Merci à toi, tu rigoles. Et puis, bah oui, pour répondre à ta question, c'est vrai que de Franck Guillaume, en fait, du jour au lendemain, je me suis retrouvé avec un nom à particules. C'était Franck de ou Franck du Gaming Live, tu vois. C'était ça. Franck de JVC. Alors, je dis pas, ma famille était contente pour une fois. C'est ça, tu es rentré dans la noblesse, tu as pris tes lettres de noblesse. Carrément, il y a eu des pochetrons et des sans nom, des sans grade dans la famille, et d'un coup, ils se sont retrouvés avec un mec avec une particule. Attends, c'est énorme, quoi. C'est-à-dire, c'est un truc qui n'arrive jamais, tu vois. J'ai été, en fait, canonisé, baronisé, j'ai tout d'un coup adoubé par le net. Et ça, c'est. En fait, c'est ça, en fait. C'était ça le truc. J'étais adoubé par Internet. C'est génial. Bah, écoute, ah oui, c'est pas. Franck Guillaume est devenu Franck du Gaming Live adoubé par Internet. Donc voilà. Donc bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Canap et. Voilà. Et donc pour tous ceux qui auraient été pris en otage ces dernières années et qui ne sauraient pas qui est Franck, donc Franck, tu fus un des chroniqueurs charismatiques, on va dire, de JVC. Tu as passé 5 ans, donc JVC c'est jeuxvideo.com, hein, le site de jeux. Tu y as passé 5-6 ans, je crois. Ouais, 5-6 ans, je me rappelle plus exactement, mais 5-6 ans, ouais, 5-6 ans. Et tu as participé très activement à la création déjà de cette fameuse émission Gaming Live. Yep, les Gaming Live, après les clics. Voilà, et puis souvent les gens me demandaient, tu sais, les gens, c'était drôle ça. Je peux parler, ça te gêne pas que je. Mais tu rigoles, tu rigoles, c'est ton émission. Sinon, je peux faire une imitation de mon chat, mais si tu veux, tu pourras aussi faire une imitation de ton chat, pas de problème. Parce que ça ne donnera rien, parce que c'est un chat muet, donc. T'es con. Donc on n'entendra pas grand chose. Par contre, c'est drôle à voir, mais on ne voit pas, donc ça te sert à rien. Mais il est vraiment muet ton chat? Non. Parce que va savoir. Non, malheureusement non. C'est un chat mais qui ne miaule et qui ne te fait chier que la nuit. C'est ça qui est bien. Ah, c'est bien ça. Un vampire. C'est ça pour être sûr de t'empêcher de dormir. Exactement. Alors vas-y, je t'ai coupé, vas-y. Donc voilà, ça a été la grande aventure des Gaming Live au départ. Parce que c'est vrai que j'étais appelé chez jeuxvideo.com pour ça, par Sébastien Pissavi. Et puis après il y a eu le clic et après il y a eu les reportages aussi sur les salons à l'étranger, etc. Il y a eu un paquet de reportages et c'est vrai que c'est drôle parce que souvent quand les gens m'écrivaient en me disant, mais les lecteurs m'écrivaient en me disant mais en fait c'est quoi ton boulot, tu fais un Gaming Live par jour, c'est cool. Et en fait non. Ça fait beaucoup, ça fait 4000 je crois sur le total, un truc dans ce goût-là. Ouais, j'ai fait aux alentours de 4000 enregistrements diffusés, je crois, entre 3007 et 4000, je sais pas exactement, et nombreux loupés qui ne sont jamais passés, qui sont partis dans les trappes des corbeilles. Les ténèbres de l'oubli. Donc voilà. Et le clic, et puis c'est dommage, j'aurais vraiment voulu faire beaucoup plus de choses là-bas, quoi. C'est vraiment dommage. Il y avait plein de choses à faire, c'est ça qui est génial avec le net, c'est qu'on peut inventer des trucs tous les jours si on a un peu si on a un petit peu d'envie, si on a un petit peu de courage, on peut inventer des trucs tous les jours, quoi. C'est ça qui est génial. Ouais, ça c'est clair. C'est clair. Et donc ton départ fut relativement inattendu, on va dire, et puis également inexpliqué en tous les cas de leur côté. Très peu d'informations. Est-ce que tu veux t'exprimer un petit peu sur le sujet ou est-ce que tu préfères qu'on parle d'autre chose? Écoute, voilà, tu vois, ça fait 1 an et demi maintenant à peu près, peut-être un peu plus, un peu moins que j'ai quitté jeuxvideo.com ou l'inverse, mais en tout cas ça fait 1 an et demi. Très franchement, on en a parlé un petit peu hors micro, je t'ai dit je te donnerai une réponse un peu générale et satisfaisante. Voilà. Je commence plein de nouvelles choses en ce moment, on en parlera aussi, et tu sais quoi, franchement, jeuxvideo.com maintenant, ça a été une période fantastique de ma vie sur le plan humain avec les lecteurs, parce que vraiment, je le dis encore une fois, je suis sincère, c'est pas du flan, c'est pas pour faire reluire le lectorat de jeuxvideo.com, je le pense vraiment. Ça a été humainement une très bonne expérience avec les lecteurs, parce qu'il y en a plein que je revois maintenant dans la vraie vie. Je pense notamment à
je vais dire les prénoms plutôt que les pseudos, parce que les pseudos, maintenant, ça, pour moi, ça, toi, c'est autre chose encore. Mais je pense Julien Porta en Suisse que j'ai rencontré, qui est un mec adorable. Bon, je vais prendre un pseudo, Dr Wario, dont beaucoup se souviennent, qui est un mec adorable, qui habite pas très loin d'où je vis en ce moment. Voilà, toi, il y a plein de gens que j'ai rencontrés dans la vraie vie, et ça a été une bonne expérience, parce que de gens qui sont à distance, anonymes, que tu ne vois pas, qui sont... et tu vois ce que je veux dire? Faut dire, t'as drainé un public absolument colossal, qu'ils n'ont d'ailleurs jamais récupéré sur les Gaming Live suivants. Je sais pas, je sais que moi je n'étais pas très au courant des chiffres des Gaming Live. Je sais que j'en avais jusqu'à temps que j'en ai plus, j'avais un chiffre, on m'a donné un chiffre. En fait, c'était les concurrents, moi, qui me donnaient les chiffres de ce que je faisais en clic. Mais je sais que c'est monté jusqu'à 8 millions, peut-être plus en fait. Oui, non mais c'est clair. C'est clair, c'est vrai que moi je faisais d'ailleurs partie de ceux qui te regardaient, et la seule chose que je regardais chez JVC, c'était les Gaming Live. Oui, t'allais dire c'était toi. Je me sentais flatté. Hein. Non. Non, j'allais dire les Gaming Live, mais les Gaming Live, il y avait qui dedans? Il y avait toi, alors t'étais pas tout seul, mais clairement c'était toi qu'embarquait l'histoire. Et moi je me souviens même, je vais te dire, avec mon mari, des soirées de crise de rigolade devant les Gaming Live, quoi. Qu'on regardait un peu comme on allait regarder un épisode d'une série. C'est génial, moi ça me fait, tu peux pas savoir à quel point ça me fait plaisir. Je le répète tout le temps ça quand on me pose la question, mais et on me l'a dit il y a pas longtemps, un garçon très sympathique à la caisse d'un supermarché à côté d'où je vis, où je faisais mes petites emplettes, donc j'ai acheté du savon, une brosse à dents toute neuve parce qu'en rentrant du Vietnam j'avais niqué la mienne. Je vais te faire la liste complète. Attends, je reprends le caisse. Attends. J'ai acheté une boîte pour chat, une brosse à dents. J'ai acheté 2 boîtes pour chat. Il est gâté quand même. Ah là là. Donc oui. Donc non, c'est vrai que il y a un gars qui m'a ressorti encore la même chose. Ça fait plein de fois qu'on me le dit ça, et on m'a dit oh là là, tes blagues pourries nous manquent. Mais oui, mais c'est évident. Ça me fait plaisir parce que voilà. Tu sais, tout à l'heure quand tu m'as dit on regardait Gaming Live, et j'ai failli te dire oui, on était 2. Non, en fait on était 3. Il y avait un rédacteur qui m'expliquait le jeu, il y avait moi et ma connerie en fait, qui est entière, un être qu'on ne voit pas, qui est là. Et que tu emportes avec toi à chaque fois que tu te déplaces. Grande dame de certaines de mes ex-copines, oui. Oui, qui n'ont peut-être pas porté tout le temps, oui. Ouais, donc voilà, tout ça pour dire que JVC, ça a été formidable. Ils m'ont offert une chance incroyable, vraiment, et je remercierai vraiment jamais assez Sébastien Pissavi de m'avoir fait confiance à ce niveau-là. Il m'a fait confiance en m'engageant. J'avais un CV avec plein de choses dedans, mais pas animateur de Gaming Live. Il a acheté les dés, il a fait en fait, il a pris un peu le pari. Je pense que je l'ai pas déçu parce que la prévision était 10 à 15 000 clics par mois par rapport à une société d'études de marché, d'après ce qu'on m'avait dit à l'époque. J'adore les sociétés d'études de marché, c'est génial. Et voilà, deuxièmement, on était déjà à 2 millions. De toute façon, c'est ce que j'allais te dire. Bon, tu as bien raison de le remercier parce que effectivement, c'était un binôme. Il t'a donné ta chance, mais clairement, tu leur as donné beaucoup aussi. Parce que cette période-là, voilà, le site n'a jamais aussi bien marché qu'à cette période-là. Et puis moi j'ai jamais pris autant de plaisir à bosser qu'au début. Voilà, au début des Gaming Live c'était fabuleux, on avait que dalle, il y avait rien quoi. C'était moi, je le répète tant, mais quand j'ai fait mon essai pour essayer de convaincre Sébastien Pissavi, c'était théâtral quoi. J'avais une espèce de micro de karaoké de jeux vidéo sur PS2 coincé sous le menton avec et je jouais à comment ça s'appelle, un jeu je me rappelle plus, un jeu de course de bagnole sur 360. Je n'avais jamais vu une 360 de ma vie. Moi la dernière console que j'avais touchée c'est une Saturn, tu vois. Donc c'était assez drôle entre les deux. Non, si j'avais une PS2 à l'époque, mais pas de 360. J'ai fait un essai de voix en fait, parce qu'à l'époque je cherchais qu'une voix, pas une image. Ouais. N'importe quoi. Oh là là, la voiture va vite. Oh là 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 là. Et puis
il m'a renvoyé chez moi en me disant bon bah écoutez, merci beaucoup d'être venu, merci pour votre participation, bonne bourre mec, hein. C'est vraiment, je pense qu'il y croyait pas. Et puis il m'a rappelé en me disant bon voilà, c'était vraiment très très France Inter, hein, ce que vous avez fait. Il m'a dit c'était très France Inter, je me rappelle c'était ces mots en fait, il m'a dit ça fait très France Inter. Et je me suis dit oh mon Dieu, pourvu que sur France Inter ils aient pas des mecs qui parlent comme moi, parce que alors là c'est mort aussi pour eux là, je pense que pour moi. Et puis il m'a dit on fait un essai avec du matériel un peu plus conséquent. Et en effet il y avait un casque avec un micro et j'étais plus à l'aise et puis j'y suis allé, c'était pas top et ça a bien fonctionné, il m'a fait confiance. Et puis après au bout des premiers enregistrements qu'on a pu faire, au bout de quelques enregistrements qu'on a pu faire, après j'ai lancé l'idée que peut-être je pourrais dire quelques blagues. Et au départ les gens n'étaient pas chauds. Et les rédacteurs de l'époque, etc. Je sais pas s'il en reste beaucoup là-bas, mais les rédacteurs de l'époque, pas super chaud. Et puis j'ai un peu imposé le truc, si tu veux. Je me suis permis d'imposer des blagounettes, cons, stupides, foireuses, etc. Mais apparemment, je pense que ça a pas mal plu c'est clair. aux gens qui regardaient. C'est clair. Donc voilà, je continue. Hein, Ouais, tout à fait. J'ai beaucoup extrapolé sur jeuxvideo.com à l'instant en parlant avec toi. Maintenant, voilà, jeuxvideo.com m'a filé une chance énorme. Je remercie Sébastien Pisavi, beaucoup, vraiment. Juste pas de bonne route parce qu'il fait plus partie de jeuxvideo.com. Mais maintenant, jeuxvideo.com, pour moi, voilà, c'est 1 an et demi derrière. Je passe à d'autres choses. J'ai plus envie de, je peux pas, j'ai pas envie, c'est pas que j'ai pas envie j'ai envie de les effacer de ma mémoire, c'est pas ça du tout, mais j'ai envie vraiment qu'on passe à autre chose. Passer à autre chose, c'est vrai que ça va commencer à devenir fatigant de passer ta vie à parler de ça et que de ça. Ça fait 1 an et demi que j'ai jeuxvideo.com. Pour moi, c'est un sac à dos que j'ai. Voilà, tu vois, j'ai un sac à dos comme ça. Alors moi, voilà, clairement, merci. Merci surtout les lecteurs d'avoir été présents. Alors les lecteurs, ça fait impersonnel et ça fait adresse IP. Mais merci les lecteurs de m'avoir écouté, de m'avoir apprécié. Vraiment, merci beaucoup. Jeuxvideo.com, merci Sébastien Pisavi, merci ceux qui m'ont aidé là-bas. Et le reste maintenant, voilà, c'est un petit peu loin. J'ai plein de nouveaux projets, on va en parler, j'espère. Bien sûr. Ça sera très très bien comme ça. Alors justement, t'en es où aujourd'hui? Alors aujourd'hui, j'en suis que alors je me suis levé très tôt, 6h30. Non, aujourd'hui j'en suis à ce que moi en fait voilà, on m'a beaucoup posé la question, je recevais des mails, des messages sur Facebook, des messages partout. On me disait mais fais des vidéos, refais des gaming live chez toi, et je me disais mais j'ai pas envie de refaire ça quoi. J'ai adoré faire ça, j'ai vraiment adoré faire ça. Je dis pas que je ne referai pas ça un jour, au contraire. Mais tout seul dans mon coin, faire des vidéos pour faire des vidéos, ça m'intéresse pas. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je dis pas que c'est pas intéressant. Je dis que moi, ça ne m'intéresse pas de faire ça. Ça m'intéresse. Surtout quand on a déjà fait 4000 dans des conditions différentes, c'est vrai que tout seul, c'est moins sympa. Exactement. Et puis surtout, moi, ça ne m'intéresse pas de les faire. Par contre, ça m'intéresse de regarder celles que font les autres. Hein. C'est pas un problème. Moi, j'avais envie de faire autre chose. Voilà, carrément autre chose. Et donc, je me suis dit, à un moment donné, ce que j'aimerais faire, c'est, je reçois des messages de mecs, de filles qui ont des passions, qui parlent avec moi de plein de choses. Tu sais, faut voir qu'il y a et ça, c'est pas du flan. Hein. Je reçois des messages sur Facebook, notamment parce que j'y ai passé beaucoup de temps quand j'ai vu qu'avec cet outil-là, on pouvait se rapprocher d'une communauté, et moi, comme je voulais pas quitter cette communauté, qui était la communauté des lecteurs de jeuxvideo.com, qui m'avaient suivi, qui m'avaient apprécié, que j'ai apprécié, etc., j'ai communiqué beaucoup avec eux, le plus possible en tout cas, et voilà, j'avais des messages de jeunes même qui me demandaient s'ils faisaient scientifique ou littéraire, toi, ça allait loin, quoi. Des problèmes sentimentaux, des choses comme ça, vraiment. Et je me suis dit, mais attends, les gens te font confiance, tu les aimes bien, il y a plein de gens qui ont plein de jeunes qui ont des passions, et moi, maintenant, j'ai envie qu'on leur laisse aussi un petit peu de place.
un petit peu de place. Et donc je me suis dit, bah voilà, j'ai envie de faire un truc où je vais inviter ceux qu'on ne voit pas, ceux qui sont derrière leur écran et qui d'habitude ne peuvent pas parler, et ils vont venir me parler de leur projet, de leur chaîne YouTube, des jeux vidéo qu'ils ont aimés, des BD, des mangas, des comics qu'ils apprécient, des séries, de tout l'univers geek. C'est maintenant l'univers geek. Oui, il est large. Il y a 10 ans, l'univers geek, c'était, en fait, au départ, tu avais un ordinateur et tu faisais du code. Après, tu étais sur Internet beaucoup. Après, ça a été les jeux vidéo. Et maintenant, l'univers geek, on se rend compte que c'est l'Internet dans sa globalité avec les réseaux sociaux, les trucs, les machins, les jeux vidéo, les séries, tout ce qui est dessiné. Les mangas, etc. Ouais, tout à fait. Comics, etc. Voilà, il y a même des émissions maintenant qui s'appellent DVD Geek. Sur la télé d'Orange, t'as des émissions vraiment consacrées à l'univers geek, qui pour moi est loin d'être une insulte. Ah, c'est clair. Parce que j'en suis un. Quand on me dit sale geek, je fais merci, moi. Tu sais, je lève la main, je fais ouais, merci, ça me fait plaisir. Pourquoi il y a des gens qui te disent sale geek? Ils osent pas. Non, je plaisante. Non, mais des gens. Mais des gens me diraient ça, on me dirait espèce de sale geek. Je dirais c'est une insulte. Hein. C'est clair. C'est une façon de vivre, comme on a dit à certaines époques, il y a des gens sale punk, comme certains idiots peuvent dire sale quelque chose d'autre, tu vois. Pour moi, ça veut rien dire, c'est loin d'être une insulte. Ouais. Donc je me suis dit, bah voilà, je vais créer un petit truc, je vais commencer petit, et puis on va voir comment ça se passe, parce que ça ne peut ne pas marcher, hein. On va voir, hein, pour l'instant, il n'y a rien encore de fait. J'ai fait un teaser de vidéo, la première émission commence le 10 septembre, ton émission sera peut-être passée après, je ne sais pas comment tu vas faire. Elle risque de passer un peu après, ouais. Un peu après. Le 7, ouais. Donc en tout cas, voilà, j'ai fait un peu de brainstorming avec ma guitare, une tasse de café et un note, et puis je me suis dit bah voilà, je vais faire ça, toute cette communauté sur Facebook, sur Twitter, sur les lecteurs de jeuxvideo.com qui me suivent, les lecteurs d'ailleurs, tu vois, de plein d'autres, parce que les forums, il n'y a pas que jeuxvideo.com non plus. Bien sûr. Je vais leur demander s'ils ont envie de venir grand maximum un quart d'heure, m'expliquer quelles sont leurs passions, me parler de tel ou tel truc. Et je peux te dire que j'ai reçu, le premier jour où j'ai lancé mon teaser, j'ai reçu plus de 300 mails. Plus de 300 mails de candidatures pour passer dans l'émission. Et dedans, il y a des mecs qui ont entre 14 et 30 ans, voire même 35 ans, pour le plus vieux de ce que j'ai lu. Ouais. Et j'ai des perles. Ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas, c'est ce que j'arrête pas de leur dire à ces gamins, c'est une super génération. Ils sont blindés de qualité, d'idées, de comment dirais-je, de trucs artistiques, enfin vraiment, ça m'étonne pas du tout. Ça m'étonne pas du tout que tu aies des jeunes et que tu aies des perles. Voilà, mais je suis tombé un peu parce que je me doutais aussi qu'il y avait beaucoup de talent, ça c'est clair. Par contre, il y en a même qui m'ont fait parvenir des extraits de ce qu'ils faisaient et pas qu'en jeu vidéo, hein, notamment en musique. Et j'étais sur le cul, quoi. Ouais. Vraiment. Donc cette émission, ça s'appelle Frank Connection, je crois. Yep, sur frankconnection.com. Voilà, et de toute façon, je vous mettrai bien entendu les liens dans la description de la vidéo. Vous aurez tous les liens pour retrouver Franck, que ce soit ses deux chaînes YouTube, son site, son Twitter, ses deux Facebook, et effectivement le lien vers cette vidéo d'annonce de sa future émission. Donc c'est une émission qui va être mensuelle, tu comptes en faire combien? Alors là, donc... écoute, tout est prévu. Alors ça me fait rire parce que j'ai parlé avec un pote, un très 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 bon pote. Quand je lui ai dit j'ai un projet, il m'a dit explique-moi. Et quand je lui ai expliqué, il m'a dit mais pourquoi tu me poses des questions? Tout est prêt, tout est fait. Ton système il fonctionne, t'as plus qu'à. Donc c'est une émission qui va passer 3 fois par semaine. Mercredi, vendredi. De 18 à 19h. Et dans chaque émission, j'essaierai d'avoir au moins 4 invités. Je te dis pas le boulot que c'est. Bah purée, oui, carrément, ce sera du live ou du différé? Ça sera du live, en direct sur frankconnection.com, et tous les invités qui donc pendant un quart d'heure maximum m'expliqueront quelles sont leurs passions,
et ben ils pourront, toutes les vidéos repasseront sur ma chaîne YouTube après, une par une, c'est-à-dire que Biloulette va venir me parler de son travail, et ben il y aura une vidéo Biloulette et Franck dans Franck Connection. Après il y aura quelqu'un d'autre, et ben il y aura une autre vidéo, etc. Ce qui m'a mis le pied un petit peu à l'étrier, c'est de refaire une ou deux émissions de radio. Déjà l'année dernière, je suis passé chez Fun en Belgique. Merci Vince, merci Maréchal qui m'avait invité pour l'émission. Merci Vince Canté de Fun Radio Bruxelles. Et puis j'ai refait une autre émission là sur Radio TT1, une radio universitaire à Lannion. Et du coup, je me suis dit, ouais putain, c'est vraiment... Moi, j'ai toujours rêvé de ça en fait. Si un jour je suis blindé de thunes, c'est ça que je ferai. Toi, si un jour... radio si un jour j'ai le compte en banque qui est rempli et que j'ai plus de questions à me poser, je sais pas si ça arrivera, ça m'étonnerait, mais bon, on sait jamais, j'achète du matos, je monte une radio privée, et que les gens écouteront ou pas, je m'en fous. Non, je m'en fous pas, mais les gens écouteront ou pas s'ils peuvent. Mais en tout cas, moi, j'adorerais faire de la radio, quoi. C'est un fantasme de gamin. Ça a toujours été mon truc, vraiment. J'adore ça. Mais tu sais qu'il y a pas mal de radios web qui marchent bien. Hein. Ah mais écoute, Simon, bonjour à vous les gars. Et qui sont assez faciles, en tous les cas financièrement à ouvrir. Ouais. Bah écoute, en fait, si tu veux, voilà, le truc là, c'est que il y aura Franck Connection, ça sera pas du 24/24, ça sera pas de la radio live, ça sera du live quand même, avec des invités. Et puis qui sait, au départ ça sera peut-être 1 heure, et puis après ça sera peut-être plus, et puis après il y aura peut-être... Tu sais, c'est pareil, hein, il y a plein de choses qui vont... Ça, je vais expliquer plein de choses dans la première émission qui sera le 10 septembre, qui sera passée quand tu mettras ton émission en ligne. C'est une émission qui va servir de pilote, où je vais expliquer plein de choses, notamment le fonctionnement, parce que l'air de rien, j'ai eu beaucoup de temps pour penser au projet, et je me suis pas gêné, quoi. J'ai appelé un chat un chat. Moi, à un moment donné, il faut que je tire mon épingle du jeu de ce truc-là. Mais clairement, j'ai pas envie de faire ça seul dans mon coin, etc. Je vais pas faire un truc communautaire, hein, ça va pas être un kibbutz, le machin. Mais par contre, je tiens vraiment à trouver des talents. Il y en a plein, et j'ai envie qu'on les entende, ces talents, parce que je me rends compte que par exemple, pour citer des sites comme jeuxvideo.com, ils font vachement de plus en plus appel à la contribution lecteur. Tout à fait. C'est que là-dedans, il y a du talent. Et moi, ce talent-là, j'ai envie qu'on le voit, qu'on le connaisse. Et alors, ça sera difficile dans certains cas pour faire passer, par exemple, le talent d'un gars qui va vers du journalisme, par exemple en jeu vidéo. C'est vrai qu'à la radio, parler de quelqu'un qui écrit, c'est un exercice un peu périlleux. C'est clair. Mais on va peut-être trouver des solutions. Et puis il y a plein de choses à faire. Donc voilà. Ça va être un début. En plus, tu vois, j'ai commencé déjà à préparer un peu l'avenir, et il y a plein d'autres choses qui vont venir se greffer à tout ça. En fait, c'est bien d'avoir du temps. Ça permet de recaler plein de choses et d'avoir plein d'idées. Bien sûr, ça permet de se poser, de faire le point sur ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé, ce qu'on veut pas, et d'avancer. Non, c'est clair. J'ose pas, c'est nul. Mais en non, plus, c'était pas nul. Voilà, je suis pas guitariste, en plus ça fait poseur, tu sais, ça fait mec qui se la pète un peu. Ben voilà, vous avez eu un direct de Franck à la guitare. Ouais, c'est histoire de me la péter un peu avec 2 accords, tu vois. Non, c'est nul, écoutez pas, c'est pas vrai, c'est pas moi. C'est moi qui joue, mais je joue pas bien. J'ai toujours complexé par rapport à ça. Mais tu devrais pas, tu t'en fous. Ce qui est important, c'est de le faire.
j'ai toujours voulu ressembler à Jimi Hendrix, au moins avoir les mains de Jimi Hendrix. Et sa coiffure aussi, que je kiffe. Mais du coup, j'ai les cheveux raides et des mains en ciment. Tu vois, c'est un peu le problème. Bah écoute, tu sais, ce qu'il faudrait qu'on fasse un jour, c'est que tu fais une reprise d'un morceau que je connais, puis je te le chante. On va se faire un concert. On va se faire un concert. Qu'est-ce que tu souhaitais devenir quand t'étais gamin? Ah ouais, alors ça, tiens. Alors, ce que je voulais devenir quand j'étais gamin, c'était pompier. Mais alors, faut pas savoir. Ah, mais quand j'étais gamin, mais je passais des heures, et je te dis bien, j'habitais j'habitais rue Jules Guesde à Bondy. Je raconte ma life, hein. J'habitais rue Jules Guesde à Bondy, et en fait, j'habitais pas très loin, à 50 mètres d'où j'habitais, il y avait la caserne de pompiers. Et quand je voyais les mecs partir au feu et tout ça, j'étais, waouh, ça me faisait délirer, quoi. Toi, je trouvais ça génial. Je voulais être pompier à tout prix. Et malheureusement, la génétique a fait que j'ai une vue de merde. Je suis archi myope. Donc les lentilles m'ont sauvé la vie parce que j'ai Comme beaucoup, ouais. des lunettes à quadruple. Moi, si tu veux, quand c'est l'hiver, si je mets des lunettes, j'ai pas froid aux yeux parce que je suis plus en vitrage. Je suis en vitrage des yeux, hein. C'est-à-dire que le truc chez moi, je suis triple vitré des yeux. Pompier. Ça, c'est mon grand, voilà, quand j'étais mon grand désespoir. Et puis après, bien sûr, à l'adolescence, comme tout le monde, je jouais Angus Young. Ah oui, moi aussi. Alors moi aussi, pareil. Pourtant, j'étais une fille, alors j'étais dans la merde. Mais moi, je faisais du tennis et je prenais ma raquette de tennis, je montais sur mon lit, je mettais AC/DC à donf et je jouais de la guitare en sautant et en faisant les mouvements d'Angus Young. Et c'est marrant parce que tu vois, autant j'essaye d'écouter le plus de choses possible musicalement, autant tu peux prendre. Je dois avoir 2 téléphones qui me permettent de mettre de la musique dedans, etc., etc. Il y a toujours tous les albums d'ACDC. Ah bah, ça, dire, hein, c'est indémodable en plus. Hein. Truc que je retrouve toujours, ouais, c'est marrant, ça c'est. Ouais, je voulais être Angus Young quand j'étais ado. Un peu de Jimi Hendrix, beaucoup d'Angus Young. La folie d'Hendrix, le talent d'Angus Young, et puis maintenant j'écoute. En ce moment, je suis dans une grande phase où j'écoute beaucoup de gens comme Al Mosley, beaucoup tu sais, plutôt du folk, Eddie Vedder ou des choses comme ça. C'est ma période du moment, ça fait 1 ou 2 mois que j'écoute beaucoup de choses comme ça, mais il y a plein de trucs qui me plaisent. Et ça étonne toujours beaucoup de gens, tu vois. Et donc, du pompier, tu as sauté au gaming. Voilà. Alors là, par contre, ouais, là, si ça, l'adolescence, c'est que il y a eu les premières bornes d'arcade, et là, c'est le drame. C'est-à-dire que là, vraiment, tu vois, moi, je me rappelle, je me souviens de ça. La première fois que dans le troquet où j'allais à Bondy, au sortant du collège, c'était le Celtic. Les flippers, ils ont la moitié du flipper a dégagé. Il y a eu 2 bornes d'arcade, un Donkey Kong et un Pac-Man. Et là, j'ai un copain qui me dit, qui a gueulé en disant ouais, c'est naze, machin, pourri, révolution. Et moi, je me disais dans ma tête, putain, ça c'est un. Et après, j'ai vu un Game & Watch, et là, je me suis dit, yeah, ça c'est bien. Et après, j'ai cramé toutes mes thunes, tous mes premiers salaires, ça passait dans les salles d'arcade à Paris, quoi. Mais je cramais des sommes, mais c'est comme si maintenant, et je déconne pas, hein, à l'époque, je te parle de ça, c'était je cramais des sommes, c'est comme si maintenant tu dépensais 1 000 € par mois dans des bornes d'arcade, toi. Ah oui. Ah, mais c'était hallucinant. Je bossais beaucoup, donc je gagnais pas mal ma vie, et je dépensais des sommes ahurissantes dans les bornes d'arcade. Alors quand j'ai acheté ma première console, t'es plus sorti de chez toi. Mais 1 heure la nuit, j'allais bosser après et je jouais mais comme un taré. Et c'était avec une Atari genre 2006 ou un truc comme ça. Toi, je me souviens plus. Après, quand j'ai eu mes premiers Amiga, j'ai tout eu d'un coup. En fait. Je bossais beaucoup, donc je gagnais pas trop mal ma vie, comme je te disais. Donc j'ai pu m'offrir l'Amstrad, l'Amiga, l'Atari, tout d'un coup. Toi, voilà. Donc je passais de l'un à l'autre et je jouais à des tonnes de jeux les uns derrière les autres, quoi. Et puis après il y a eu un genre de j'ai fait un gros break
un gros break déjà parce que j'ai été père de famille. Donc, et quand t'es père de famille, au bout d'un moment, t'as tes gamins qui te disent « Hey, j'aime bien les jeux vidéo ». Donc tu t'y remets. Scotché. Ah, t'es le plus fort, t'es le plus beau parce que tu vois des trucs, tu fais « Ouais, mais attends, je vais te faire voir comment on fait. » Tu vois. Ouais, c'est ça. Et donc papa devient le roi. Et c'est quoi ton type de jeu préféré, favori? Bah, alors, ça va faire marrer tout le monde. Hein. Moi, déjà, l'arcade. Donc les shoots à la, les shoots à la. Bon, c'est le jeu que je donne toujours en référence pour que les gens situent bien. Moi, si on parle d'arcade et de shoot, moi j'adore Geometry Wars par exemple. Comme quand j'étais gamin, j'adorais les Galaga, les Galaxian, etc. Donc j'aime bien ce genre de jeu qui détend. Après, il y a des, il y a d'autres jeux, d'autres styles de jeux que j'aime bien. Je suis pas très je suis pas super jeu d'aventure, tu vois, c'est pas un truc qui me plaît. Les FPS, je peux, mais je suis pas très bon. Euh, Par contre, j'aime bien par exemple, alors sur les petits jeux qu'on peut télécharger, que je peux embarquer, que j'emmène partout. Là, on parle de Tower Defense, c'est des heures. Moi, un voyage de 10 heures en avion, je le vois pas passer, quoi. Parce que Ah tant bah que tu as dû jouer certainement peut-être à Orcs Must Die 2. pas encore, Non, pas mais encore. Il est vachement bien. bah, je vais prendre quelques références et l'acheter de ce pas. Parce que voilà, moi, les Tower Defense, c'est vraiment des trucs que j'aime bien, quoi. Mais Tower Defense simple, toi, pas des trucs compliqués, des trucs qui prennent pas la tête. J'ai appris à jouer aux vidéos, en fait, à jouer aux jeux vidéo à une époque où tu ne pouvais réussir. En fait, ton apprentissage se faisait que par l'échec. Parce que si tu voulais gagner, eh ben, il fallait mettre des pièces dans le balstring et tu Ouais. jouais jusqu'à ce que tu gagnes. Et tu paumais des centaines de fois et à la fin tu gagnais. Donc c'est l'apprentissage par l'échec. Donc je te dis pas l'espèce de serial killer que je suis quand je suis un psychotique. Alors tant que j'ai pas réussi, je continue. Tu vois. Ah, et Et donc tu ça, passais des heures et toutes tes thunes. ah bah ça, toutes mes thunes. Et moi, voilà. Alors quand on me demande pourquoi je joue pas beaucoup, j'ai quand même, voilà, je suis quand même connu particulièrement parce que j'ai travaillé dans le jeu vidéo et je suis pas un joueur, je joue pas 10 heures par jour. Et quand on me dit, mais attends, c'est hallucinant, tu joues peu parce qu'en fait, je joue peu, c'est moi qui me l'impose. Parce que un jeu, tant que je ne l'ai pas fini, je continue. Et donc je deviens vite addict. Donc j'ai jamais mis mon nez dans Minecraft, j'ai jamais mis mon nez dans World of Warcraft, j'ai jamais mis mon nez dans Starcraft. Tout ce qui est en craft, j'évite. Le pas de craft, je ne touche pas. Genre cadeau avec autre chose. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Ouais, C'est parce que que tu sais que si tu rentres dedans, tu tombes dedans et t'en sors plus jusqu'à la fin du jeu, quoi. Et comme il n'y a ouais, pas de fin. je suis moi je suis un vrai addict. Alors dès qu'un truc me plaît, je me mets dedans et je lâche pas l'affaire. Donc je me connais suffisamment pour savoir que il faut que je prenne pas trop le pad de mes consoles parce que sinon après c'est mort. C'est mort et puis j'ai pas le temps de faire autre chose à Ouais, côté. bah ouais, ouais. Et Donc je t'ai entendu dire dans des interviews que t'étais pas un pro gamer. Ça t'a posé des soucis dans ton boulot, dans ce que tu voulais faire ou pas? alors euh, on va dire que non, moi, ça a été bien pour ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, en dehors des gens avec qui je travaillais, hein, je te parle vraiment de gens en général, par exemple des gens d'autres sites internet comme quelques personnes de Gamecult ou même Marcus avec qui on a un petit peu parlé de ça très légèrement il n'y a pas longtemps, qui ont bien vu le côté chez moi. Je suis pas mauvais, c'est-à-dire que je suis pas une tanche absolue. Mais je joue pas tous les jours, je joue pas tout le temps, pour les raisons que je viens de te dire. Donc, moi, je suis pas un accro au scoring. Voilà. Je garde toujours le côté plaisir. Ouais, le fun, bah, t'as bien raison. Je garde toujours ce côté plaisir. Moi, quand je me suis déjà retrouvé confronté à des gens avec qui je bossais, qui exultaient et qui étaient à donf dans le score, les succès, la première place et tout ça,
Voilà, moi c'est pas, je m'en fous un peu quoi. Je m'en fous un peu d'être le premier, ça m'intéresse pas plus que ça. Ce qui m'intéresse, c'est de me faire plaisir. Vraiment, ça c'est vraiment le truc qui prime. C'est-à-dire que j'ai toujours la même phrase, encore une fois, le bonheur est là où on le trouve. C'est-à-dire que moi, ça fait, je me suis fait railler un petit peu quand j'ai annoncé que, par exemple, des jeux comme Sniper Ghost Warrior, qui a pris des mauvaises notes de partout, qui a des problèmes de pixel, ça pixelise, il y a des problèmes de collision, il y a des trucs d'image. Je m'en fous. J'y ai pris un peu de plaisir quand j'y ai joué. Ça me suffit. Ouais, non, mais moi je trouve que c'est la bonne, démarche. Alors peut-être parce que j'ai la même, parce que bon, alors moi je suis pas du tout une BGM, je serais plutôt de la famille des tanches. Ouais. Mais c'est vrai que moi je suis comme toi, je m'en tape. Ce qui me plaît, c'est de jouer. Ce qui me plaît beaucoup, c'est de jouer avec mes potes, puisque moi j'aime beaucoup les jeux, surtout en multi. Jouer en solo, ça m'intéresse moins que de jouer en multi. Et voilà, et pour moi le but c'est que quand on joue, comme c'est un moment de détente, c'est alors soit le moment pour les jeunes où ils rentrent de l'école, ils ont fait leurs devoirs, etc. Ils vont pouvoir se poser, ou les plus vieux qui rentrent du taf, ils vont pouvoir se poser. Et je trouve qu'à partir du moment où on rentre dans ce moment qui est finalement rare dans la journée, où on a du temps pour soi, et ben voilà, c'est pas pour faire le PGM de base et vouloir absolument avoir les meilleures notes sur le jeu. C'est vrai que je suis comme toi, moi le but c'est de me marrer, de prendre du bon temps, et puis voilà quoi. Et tu vois, par exemple, moi, des pro gamers, j'en connais une flopée. Et moi, ils me posent pas de problème, ils font ce qu'ils veulent, quoi. Tu vois, c'est pas le truc. Par contre, ce qui m'ennuie un peu, c'est le prosélytisme. C'est-à-dire que quand on me dit t'es pas comme ça, c'est pas bien, il faut que tu sois comme ça sera mieux, moi, j'adhère pas. Et souvent, voilà, j'ai croisé quelques personnes comme ça, et bon, voilà, c'est pas très intéressant. Par contre, il y a un truc qui me plaît vachement, et que je me rends compte dans les nouvelles générations. Bon, t'auras toujours du pro gamer, ça c'est normal, mais je me suis rendu compte qu'il y avait vachement de jeunes. Des jeunes, hein, des jeunes de vraiment 12, 13, 14, 15 piges, qui sont beaucoup plus ouverts d'esprit maintenant qu'à une certaine époque. Mais je comprends aussi, si tu veux, parce que le geek, en règle générale, c'est-à-dire le nerds, le geek, tout ce que tu veux, c'est des mecs qu'on a enfermés, encapsulés, qu'on a fait chier. C'était celui qui se prenait des tartes à l'école, en gros. Tu vois, c'est à peu près ça. Ouais. C'était celui qui avait pas de vie sociale, celui qui était enfermé dans son truc, celui qui était machin, etc. Alors oui, t'en as des mecs qui sont un peu enfermés dans leur trip, qui communiquent pas, qui communiquent peu, qui communiquent bizarrement. Moi, je connais des mecs qui se parlent en code. Tu vois, voilà, c'est bon. Moi, ils m'emmerdent pas, tout va très bien. Mais c'est vrai que on a beaucoup enfermé les geeks, les nerds, les gamers dans des boîtes. Ce qui fait que leur seule défense, c'était de dire, moi, ce que je fais, c'est ce qu'il y a de mieux au monde, et je vous emmerde. Et je vais vous faire chier avec ça. Donc, clairement, au bout d'un moment, c'est un système de défense de dire je suis gamer, nerds, geek, tout ce que tu veux, otaku, c'est mon truc, c'est ce qu'il y a de mieux au monde. Si t'es pas comme ça, t'es un nul. C'était un système de défense. Et j'ai l'impression que les choses changent un petit peu au fur et à mesure, où je me rends compte que des super bons gamers sont aussi de super bons musiciens, qui sont aussi des mecs qui ont une grande culture Moi, j'ai rencontré des jeunes de 15-16 piges là, il n'y a pas longtemps, à Rennes. Et j'ai rencontré des gamins, et c'est pas péjoratif, hein, mais j'ai rencontré des jeunes, mais avec une culture cinéma, j'étais sur le cul. C'est-à-dire que je leur parlais de films des années 70, admettons, des bons polars, des bons thrillers, des chefs-d'œuvre, et ils avaient vu, ils connaissaient, et ils avaient bien capté le truc, et ils avaient bien vu certains plans de caméra, etc. Et je me dis que ça me laisse plutôt... je suis plutôt... voilà, je me dis que il y a toute une génération qui est en train de monter, qui est plutôt pas mal faite dans sa tête. Mais ouais, mais t'as raison de le souligner, parce que ça c'est un truc que je leur dis souvent, parce qu'on fait régulièrement des débats sur ma chaîne live, ce que j'appelle des live papotes, et où je leur dis souvent ça, c'est que je trouve que cette génération, en l'occurrence par rapport à la nôtre, puisque toi et moi on est à peu près de la même, qui sont beaucoup plus développés, beaucoup plus intelligents que nous, et surtout au niveau artistique, compréhension de l'artistique, etc., je les trouve vachement avancés. Un truc alors, t'as deux trucs qui sont un peu
je sais pas comment on dit, ambivalent, je sais pas, c'est ça, c'est un peu là, voilà. C'est que nous, enfin voilà, il y a une génération, on va dire, qui est la nôtre peut-être, où tu n'avais pas le choix. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de choix. C'est-à-dire que tu avais deux, trois radios nationales qui se battaient en duel, et quand il y avait un mec qui parlait, qui chantait en anglais, c'était voilà, exceptionnel. Et idem pour la télé, idem pour quoi que ce soit. Alors il y avait des bons côtés à tout ça. T'allais jouer au foot dehors, t'étais avec tes potes, t'allais caillasser des bouteilles dans le canal de l'Ourcq. Toi, c'était voilà, c'était des trucs sympas aussi. Des trucs sympas aussi. Maintenant, il y a un tel approvisionnement. Alors il y a du bon, il y a du pas bon. On est d'accord. Mais quand on tombe sur quelqu'un qui est capable de faire le choix d'aller vers des choses qui sont plutôt nourrissantes pour l'esprit, attends, nous, moi j'ai envie de dire que quand j'avais 14 ans, j'étais un naïf, quoi. Bah, bien Clairement. sûr, mais bien sûr. Ce qui m'entourait, tout ce qui m'entourait, c'était que de la naïveté. Donc Bien maintenant, il y a un choix important, et c'est bien parce que ça permet d'obtenir et de se remplir la tête avec de bonnes choses. Ouais, et puis t'ouvrir à des choses que nous, on n'avait pas, parce que nous, c'était quoi nos références? C'était l'école, les parents et les potes. Mais sachant que les potes, ils avaient comme référence l'école et les parents et les potes. Donc en fait, on tournait en rond sur ce qu'on Ah ouais. abordait. Et c'est vrai que, enfin, moi, je vois jusqu'à 25 piges, putain, j'avais pas grand-chose dans le citron quand même, hein. Ah ouais, moi je me rappelle plus trop, mais ça devait pas être bien brillant. Ouais. Ah ouais, c'est... Alors que là, quand je vois, moi j'ai une petite équipe de jeunes avec laquelle je bosse, on est 14 dans l'équipe avec laquelle je bosse. Dedans, il y a une grande majorité d'ados, et mais ils me sidèrent. À la fois sur leur réflexion, sur leur intelligence, sur leur talent. Ils ont des talents invraisemblables, que ce soit dans le dessin. J'ai par exemple quelques perles en dessin où je me dis, mais juste, voilà, là je viens de... Bah, celui d'ailleurs qui fait la vignette de Canapé, qui s'appelle Louis, qui a 16 ans. Tu te dis, bon, ok, mais moi à 16 ans, mais j'étais incapable de faire ça, puis j'avais pas un de mes potes qui était capable de faire ça, quoi. Donc c'est vrai Et- que le monde du geek a fait, de la geek attitude a peut-être fait peur beaucoup aux vieux, mais nom de Dieu, qu'est-ce que ça a bien développé cette génération, quoi. Vraiment. Moi, je me rappelle plus du tout ce que je faisais ni à 16 ans, si pas mal, et à 25 ans, alors là, si à 25 ans, je te disais, si, à 25 ans, j'étais dans un groupe punk. Ouais, moi J'avais, ouais, j'étais déjà dans la musique, mais j'avais atterri dans la musique, entre guillemets, grâce à mon frère, qui lui-même était musicien professionnel. Donc du coup, comme c'était mon grand frère, j'ai fait comme lui, et je suis devenue chanteuse. Mais je pense que si j'avais pas eu mon frangin, voilà, moi je faisais des pulls. Tu vois, c'est, bon, c'est bon. Voilà, c'était ma grande passion, c'était les puzzles. Bon bah écoute, voilà, c'est pas la même, c'est pas les mêmes générations, ça c'est clair. Ça c'est clair. Tiens, si tu devais donner une définition, t'as un martien qui arrive et qui te dit, mais c'est quoi un jeu vidéo? Tu donnerais quoi comme définition? Hmm. Oh là là, alors ça, c'est difficile. Ouais, Ça, c'est difficile. Ma définition à moi, pour moi, c'est pas très compliqué. Ça tient en un mot, c'est plaisir. Voilà, plaisir. Pour moi, ça doit être un plaisir. Quand ça devient ton métier, je pense que c'est là que c'est très très compliqué, le système professionnel autour du jeu vidéo. Que ça soit ceux qui les fabriquent, ceux qui les développent, et encore, je pense que ceux qui les développent, il y en a beaucoup qui prennent encore beaucoup de plaisir à ouais, développer je des pense. jeux vidéo. Plus que, par exemple, tout le côté éditeur et commercial derrière, je pense que c'est des gens qui ont... Je pense, alors c'est mon opinion, je dis pas qu'ils sont tous comme ça, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui ont... La notion du plaisir, elle est loin derrière. Et après, de ce que je connais peut-être un petit peu plus, c'est-à-dire le monde journalistique autour du jeu vidéo, là, le plaisir... il est quand même assez effacé, je pense. Il y a beaucoup de gens qui prennent plus de plaisir aux jeux vidéo, de ce que j'ai pu voir ou comprendre. J'ai peut-être mal compris, mais moi, ça me donnait cette impression-là. Maintenant, j'ai envie de dire, voilà, aussi, trouver du plaisir à tester les Passion ou Appel d'urgence. Bon, encore que je pense que très longtemps, je pense que un de mes meilleurs gaming live, ça restera Pixel Pirate et Appel d'urgence. Pixel Pirate voilà, c'était Pixel Pirate est par définition le bon client pour moi.
Il y en avait deux chez jeuxvideo.com, Logan et Pixel Pirate. Logan, tu le regardes, tu fais... au regard, déjà, il commence à avoir une larme au coin de l'œil, et il sait que tu vas sortir une connerie, et ça l'est. Et Dieu sait qu'il a très mauvais caractère, mais en même temps, c'est un mec que tu peux faire rire avec n'importe quoi, et pour ça, c'est génial. Et ben voilà, toi, là, mais après, c'est vrai que quand tu es journaliste jeux vidéo et qu'on te demande, par exemple, à moi, on me demandait de faire un reportage ailleurs sur tel jeu ou tel truc, ou un Medal of Honor ou un FIFA. Moi, je suis pas grand joueur de FIFA, ni de Medal of Honor, ni de Call of Duty. Bon, bah, ça devient le boulot, tu vois. Il n'y a plus la même notion du plaisir. Voilà. Donc, après, il faut arriver à trouver, parce que du coup, à t'écouter parler, ça me fait penser à ce que moi je fais avec la chaîne et tout. Et c'est vrai que moi, ce que je leur dis souvent, quand par exemple je leur sors une série de vidéos sur un jeu, c'est que je leur dis, dès que ça m'emmerde, j'arrêterai. Même si vous en voulez encore, quoi, parce que justement après c'est plus du plaisir, parce que tu te lèves le matin et tu te dis oh non, faut que j'aille tourner une vidéo de tel jeu, et ça, moi, je veux pas le perdre, ce plaisir là. Donc du coup, il y a pas mal de mes séries qui sont arrêtées au bout de 5, 10, 15 épisodes, parce que j'en ai ras le bol, quoi, et que je vais pas me forcer à tourner. Et c'est vrai que quand tu fais ça pour une boîte qui n'est pas la tienne, puisque moi finalement je fais ça pour moi, que tu fais ça pour une boîte, ça doit être un peu dur par moment, parce que justement t'as pas le choix. Ouais, mais je pense plus pour les journalistes qui écrivent. Je pense que c'est plus pénible pour eux que ça ne l'était pour moi. Parce que, bon, encore une fois, moi j'avais un signe chance, pourquoi je dis un signe, cette chance énorme de n'être au courant de rien, entre guillemets. Alors ça m'était un peu reproché, mais en même temps, c'est ce qui a fait que ça a bien marché. C'est que je ne voulais surtout pas être au courant. Alors, c'est pas que je m'intéressais pas au site, pas du tout ça. C'est que je voulais pas être au courant. Donc, j'avais cette chance de rester candide par rapport à ça. C'est pour ça que Sébastien Pivasi m'a engagé. J'arrive jamais à dire son nom correctement. Sébastien Pissavi m'a engagé parce qu'il cherchait un candide, et j'ai essayé de le rester le plus longtemps possible. Alors oui, bien sûr, il y a des moments je l'étais moins, il y a des moments j'ai mauvais caractère, il y a des moments comme tout le monde. C'est marrant, je suis un garçon qui, quand on lui met une tarte dans la gueule, il va pas tendre l'autre joue. C'est-à-dire qu'il a plutôt tendance à mettre un cool. C'est étonnant, mais c'est comme ça. Voilà, on est beaucoup comme ça. Ouais. Oui, tu vois, ils se sont dit, ouais, il est sympa, on peut tout faire. Non, on peut pas tout faire. Pas tout faire. Ça, c'est pas, je te parle pas de jeux vidéo, c'est en général. Si tu veux. Les gens disent, ah oui, il est sympa, il est cool, tiens, on va lui mettre un coup de pied dans les genoux pour voir si ça. Donc voilà quoi. Mais par contre, tu vois, il y a pas longtemps, il y a très très peu de temps, pour pas dire avant-hier, j'ai rencontré un ancien pro gamer. Qui a tout arrêté parce qu'il m'a dit justement, moi le matin je me levais à 7h, à 8h je jouais, jusqu'à 23h je jouais, je m'arrêtais pas, et un jour j'ai eu une saturation. Tu m'étonnes, tu peux pas faire ça. Ouais, non, je pense pas. Toute une vie. Donc voilà, si un extraterrestre arrivait demain et je devais lui décrire un jeu vidéo, je lui expliquerai déjà que je lui expliquerai un truc dont il n'aura peut-être pas notion, c'est que il y a énormément de thunes dans l'affaire, mais j'occulterai peut-être un peu plus ça pour lui parler de plaisir de jouer, quoi. Plaisir de jouer. Moi, je prends un kiff. C'est marrant, j'ai une copine qui est loin d'être une cruche, qui a un cursus scolaire énorme et un métier énorme, qui a une culture générale. Une culture générale intensive. Je dis toujours, tu fais de la culture générale intensive, c'est-à-dire qu'elle est toujours en train d'apprendre des trucs, donc elle est très 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 intello, tout ce que tu veux, et elle joue beaucoup, et un de ses jeux préférés, c'est La Ferme en Folie, et ça m'a toujours fait rire. C'est-à-dire que tu vois au milieu de ces jeux vidéo, de ces bouquins que je comprends même pas, tu vois La Ferme en Folie sur Wii. Bah oui, mais justement, peut-être parce que ça lui permet un petit peu de lâcher et d'être dans autre chose que la recherche permanente, intellectuelle, etc. Et que ça lui fait peut-être du bien, ça lui repose la tête. Tout, encore une fois, le bonheur est là où on le trouve. Ouais, voilà. C'est clair. Que ça. Jugez-moi, tant pis, c'est pas grave. Quand j'ai jugez-moi, c'est pas jugez-moi moi, mais
voilà, tu joues à la ferme en folie, et alors c'est ta cam, c'est ton kiff, tant mieux. Mais bien sûr. Fait de mal à personne, en tout cas. Exactement, c'est ça, tant qu'on n'empiète pas sur le terrain des autres et qu'on va pas forcer les autres à penser ou à faire la même chose que nous, il est où le problème? T'es derrière ton PC, tu joues bien à ce que tu veux. Si c'est un jeu que les autres estiment être de la merde, moi je me fais beaucoup troller sur les commentaires de vidéos par certains gamins qui justement trouvent que je suis une prune au jeu et qui me disent limite tu devrais arrêter quoi. Et je leur dis mais non, pourquoi j'arrêterais? Parce que vous estimez que je joue mal, regardez pas déjà. Et puis vous jouez de votre façon et moi laissez-moi jouer comme j'ai envie. Ça c'était un peu au Gaming Live, il y a eu quelques détracteurs, il y en a toujours eu d'ailleurs, et puis voilà, il en faut quoi, encore une fois. Mais je sais plus qui est-ce qui avait écrit ça vraiment en disant. Je crois que c'était le rédacteur en chef ou le patron, je sais plus, qui avait dit mais attendez, je comprends pas, vous aimez pas les live et vous les regardez, soit vous êtes maso, soit vous avez que ça à faire, mais si vous aimez pas, regardez pas, c'est plus simple. Moi, c'est un peu le truc, si tu veux, quand tu vois, j'ai un peu de mal avec le. Il est peut-être très sympa dans la vie, hein. Je le connais pas, moi je me rappelle d'une époque où à la télévision t'avais tout le monde était contre l'émission de Zemmour et Nolo avec je sais plus là où il prenait un pauvre type qui arrivait, un pauvre invité, et il le déchiquetait en lambeaux. Bon moi j'aime pas ce genre de choses, je trouve ça lâche, donc je regardais pas quoi. C'est aussi simple que ça. Ouais. Alors moi c'est marrant parce que cette émission dont tu parles qui est On n'est pas couché, pardon, avec effectivement Zemmour et Nolo. Maintenant il y a deux nanettes c'est de l'année dernière qui ont repris ça, et j'aimais pas beaucoup effectivement leur façon de s'acharner des fois sur les invités. En revanche, en l'occurrence Zemmour, qui est quelqu'un qui est à l'opposé de ce que je pense dans la vie. Mais alors vraiment, je pense qu'on peut pas trouver plus opposé que Zemmour à ce que j'ai comme idée en général dans la vie. Eh bien, ce mec, il avait déjà une chose pour lui, c'est qu'il est extrêmement intelligent. Extrêmement, avec une culture générale et une culture politique absolument hallucinante. Et ce que je trouvais sympa, moi justement, c'était de me confronter à ses idées, parce que justement, ça te permet de remettre les tiennes en question et de les affirmer. Ouais, ça c'est une bonne logique. Et moi c'est ça que je faisais avec eux deux, c'est que ils me retournaient la tête, ils me mettaient les nerfs, il y avait des fois j'avais envie de les tuer, mais je me disais bon, ok, t'as envie de les tuer, ils t'énervent parce qu'ils n'ont pas les mêmes idées, mais voilà, ils sont pas tout seuls à avoir ces idées-là. Va chercher pourquoi ils pensent comme ça. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans leur façon de penser, même si c'est pas la tienne. Et du coup, je me suis regardé ces émissions pendant pas mal de temps pour justement me confronter moi avec mes propres idées. Toi, tu as la maturité que je n'ai pas, parce que moi, j'en suis encore à... Alors, c'est peut-être un peu m'enterrer la tête dans le sable, mais je suis pas prêt à... quelqu'un qui est... Je impose mes idées à personne. Par contre, quand j'entends des choses qui sont limites avec mes opinions, j'ai tendance à me mettre dans le même état que quand on me met un coup de pied dans les genoux. Tu vois, si tu veux ça. Ah ouais, ceci dit, je te dis, moi, il y a des fois où je faisais le lapin derrière mon écran, je faisais des bons, parce que Zemmour, il a dit des choses absolument terribles, et puis vraiment, ses idées sont à l'opposé des miennes. Mais moi, je trouvais ça intéressant, justement, d'arriver à l'écouter jusqu'au bout, déjà pour essayer de comprendre son point de vue, et puis pour me dire, voilà, ça me conforte dans mes idées, il m'apporte de l'eau à mon moulin, donc des arguments, finalement, pour défendre mes propres idées et tout. Et j'ai même poussé le vice jusqu'à me dire, putain, ce mec-là, un jour, j'aimerais bien passer une soirée avec lui. Ah ouais? Ouais. Moi non. Et bon, je comprends. Mais bon, ceci dit, je te dis, je passerai pas une soirée pour passer une bonne soirée, mais juste pour pouvoir me le colter et puis essayer de comprendre pourquoi il pense comme ça, vu que c'est si différent de ce que je pense. Pourquoi? Juste pourquoi? Moi, ça me fascine dans les gens qui ont des idées différentes des miennes à ce point, c'est de me dire mais qu'est-ce qui a fait qu'il en est là, qu'est-ce qui a fait qu'il a ces idées, pourquoi il pense comme ça, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'intéressant pour lui à penser comme ça, et surtout qu'est-ce que ça montre de ce monde, parce qu'il n'est pas tout seul à penser ça, ils sont pleins, et donc ça nous en apprend sur le monde aussi, quoi. Ouais, ça je comprends ce que tu veux dire, bravo. Moi j'ai pas ta patience. Bon, je sais pas si c'est bravo, mais
Mais c'est vrai que. Et puis là, je te dis, ils ont mis deux petites gonzesses à la place, dont une qui s'appelle Natacha Polony, qui est pareil, qui est une fille avec une très grosse culture, qui est très intéressante, mais pareil, avec des idées à l'opposé des miennes. Alors en plus, c'est une femme, donc avec une façon différente de les amener, et elle les pense, mais vraiment version féminin, donc c'est assez marrant parce que c'est pas tout à fait la même pensée que Zemmour, mais dans le même, quand même, on va dire, dans la même lignée. Et elle me fait le même effet, quoi. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je suis abasourdi et j'essaie de comprendre derrière mon PC en me disant mais pourquoi elle pense comme ça. Et ben voilà, moi j'aime bien regarder ces gens qui me paraissent tellement bizarres, tellement étranges par rapport à moi. Alors moi, à la base, je regarde pas cette émission, non pas pour les chroniqueurs, mais tout simplement parce que Ruquier, c'est quelqu'un que voilà, je suis pas du tout dans ce trip d'humour là, quoi. Ah, moi je l'aime pas du tout, Ruquier. Il me fait pas rire non plus. Je le trouve très calculateur. Je lui trouve énormément de défauts. Mais effectivement, je regarde son émission parce que soit les nanas, soit les deux autres avant. Les deux autres d'avant me plaisaient, donc puis c'était une des rares émissions politiques où justement on rentrait un peu dans la gueule des politiques et ça faisait du bien. Donc, Alors, je vais maintenant te poser quelques questions, on va dire un petit peu plus perso. C'est la partie canapé, alors tu vas t'allonger. D'accord. Et je vais faire Dr Freud. Non, je rigole. Donc, par contre, est-ce que j'ai le droit de dire Joker de temps en temps? Ben oui, bien sûr. Ah, d'accord, ça me rassure. Oui, tu peux dire Joker, double Joker, triple Joker, ce que tu veux, il n'y a pas de souci. Ok. Non, mais c'est pour essayer de te connaître un petit peu mieux et surtout de te connaître sur des points sur lesquels on te connaît peut-être moins, puisque c'est moins habituel dans les interviews. Donc voilà, donc moi ce qui m'intéresse un petit peu maintenant, c'est le petit garçon qui est en toi, n'est-ce pas? Donc Oui. je voudrais savoir quel type d'enfant tu étais quand tu étais petit. Oh, quel type d'enfant j'étais? Seul. Seul parce que voilà, enfant seul. Comment te dire, moi je sais pas Pas trop. de frères et sœurs, tu veux dire, ou Pas de frères et solitaire? sœurs. Pas de D'accord. frères et sœurs. Mais ça veut pas dire pour autant que j'étais un enfant gâté. Il y a souvent ce cliché de dire enfant unique, enfant gâté. Alors, je viens d'une famille très socialement, on n'était pas du tout le haut du panier, hein. Loin de là. Donc non, enfant seul parce que pas de désir sûrement de mes parents d'avoir d'autres enfants. Je leur donnais déjà bien assez de travail, j'imagine. Et puis voilà, quoi, seul, timide, emprunté, nigo. C'est faux, ça, on ne t'imagine pas du tout comme ça. Ah, oui, mais t'imagines même pas comment j'étais. Alors ça, j'étais vraiment l'antithèse de ce que je suis maintenant. Ouais. J'étais vraiment très effacé. Moi, j'ai pas un copain d'école qui se souvient de moi, quoi. Mais vraiment, je sais, j'ai gratté à un moment donné, comme tout le monde, essayé de retrouver quelques potes. Et il y en a pas, je veux dire, on va dire, il y en a peut-être même pas 1% qui se souvient de moi, quoi. C'est assez hallucinant. J'étais complètement effacé. C'est marrant, ça. C'est peut-être ce qui a donné, d'ailleurs, remarque, en tant qu'adulte, tu as voulu pouvoir être un petit peu plus devant. Peut-être, ouais, je sais pas trop, mais vraiment effacé, grand manque de confiance en moi, vraiment, voilà, quoi. Beaucoup de sport forcé. Parce que j'avais un oncle boxeur professionnel qui avait une salle de boxe dans Paris. Donc, comme tous les membres de la famille, j'étais obligé d'y aller, quoi. Et putain, c'était l'enfer. C'était l'enfer parce que, voilà, j'étais pas... je comprenais pas pourquoi... je comprenais pas le plaisir qu'on pouvait prendre à monter à monter quelque part et te faire casser la gueule. C'est vrai que... En fait, il fallait pas se laisser casser la gueule. Il fallait aussi, si tu veux, rentrer dans le lard. Et quand j'ai compris ça, après, j'ai vite arrêté. Parce que, en fait, j'ai blessé quelqu'un quand j'étais... Vraiment. C'est-à-dire qu'il y a un genre, tu sais, comme la patate dans Retour vers le futur. Quand Biff se prend la patate... oui. Cumulé pendant des années. Et ben, je pense que ça a été un peu ça, si tu veux. Et ça c'est, voilà, j'étais pré-ado. Par contre, j'étais assez entre guillemets, à l'âge que j'avais, j'étais assez taillé. Et ça a été la patate ultime avec ça a été la totale pour le pauvre mec, hein. Je lui ai cassé le nez, j'ai fait une entorse des cervicales, etc.
Donc j'ai flippé moi parce que le mec a été vraiment blessé quoi. Voilà. Ça a été la patate quoi. C'est le truc qui est sorti, tu vois. Voilà. Donc voilà, j'étais un gamin plutôt emprunté, peu bagarreur. Par contre, j'aimais bien rigoler. Et déjà, j'étais dingue de cinéma quoi. Ça c'est un truc. J'avais la chance d'habiter une ville où pour les nécessiteux comme moi, on pouvait aller au cinéma gratuitement. Donc, et la cinémathèque de mon quartier passait des cycles de films, mais j'en ai vu des centaines, quoi. Et ça, pour moi, c'était un truc, voilà, j'y avais accès quand je voulais, c'était gratos, mais mes parents n'étaient pas toujours là, donc c'était très bien, ça. Mais voilà, emprunté, timide, très, 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 très timide, mais quoi qu'on puisse penser, je suis toujours très, 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 très timide. Et voilà un peu ce qui me caractérise quand j'étais gamin, c'est ça. Avec ouais. des cheveux raides et quand je courais, j'avais toujours la frange qui était collée sur le front et j'étais vraiment horrible. Et dans quel type de famille t'évoluais? C'est-à-dire que tes parents, ils étaient plutôt absents, présents, câlins, plutôt à bosser, plutôt rugueux. Quel type de parents c'était tes parents? J'ai pas beaucoup d'opinion en fait là-dessus. Mes parents, voilà, mes parents, c'est des gens qui ont fait ils ont fait ce qu'ils ont pu, et ils ont fait en grande partie ce que je suis. Hein. Par contre, il y avait pas trop de présence, quoi, parce que ils travaillaient pas mal, voilà. Et ça n'a pas été trop dur pour toi de pas avoir de frères et de sœurs? Tu l'as bien vécu, ça a été? Non, je l'ai bien vécu. Je me suis, tu sais. La solitude, en fin de compte, c'est une bonne nourriture intellectuelle. Parce que quand tu es seul, tu ne peux faire souvent qu'une chose, tu bouquines ou tu joues tout seul, etc. Mais forcément, tu forces l'imagination. Ouais. Donc, tu réfléchis. Donc, je pense que, entre guillemets, ce qui peut apparaître comme quelque chose de bien fait dans ma tête, si bien fait dans ma tête il existe, je pense que je dois beaucoup au fait que j'ai été seul, quoi. Donc je me suis appris plein de choses. Enfin voilà, j'ai beaucoup forcé l'imagination et je pense que c'est ce qui fait que je suis ce que je suis maintenant, quoi. Mais oui, parce que c'est vrai que quand on est seul, du coup on s'emmerde entre guillemets, et quand on s'emmerde, bah, on réfléchit à ce qu'on pourrait faire pour s'occuper. Et oui. Donc, à réfléchir, ouais. Ouais, j'ai le cas avec ma fille qui est pas tout à fait enfant unique puisqu'elle a deux grands frères mais qui sont en fait je vais raconter ma vie aussi moi, les deux fils de mon mari, et comme on vient de divorcer maintenant et que je l'ai une semaine sur deux, donc une semaine sur deux elle est toute seule, et il y a des moments comme ça où elle prend un peu, tu sais, sa mère pour un jukebox, et d'ailleurs je vais mettre un euro puis elle va s'occuper de moi, donc maman je veux faire ci, je veux faire ça, je veux faire ci, je veux faire ça, et puis très régulièrement je lui dis bah non, je peux pas, là je suis occupée à faire telle et telle chose, donc je peux pas forcément être tout le temps en train de jouer ou de faire quelque chose avec toi. Et elle me dit souvent oui mais je m'ennuie. Bah j'ai dit bah justement, c'est une bonne chose aussi de s'ennuyer. Ouais, quand on s'ennuie, on apprend. Ça a du bon de s'ennuyer parfois. Ouais. Ah ouais, tout à fait. Donc c'est vrai. Et alors du coup, tu t'étais plutôt un gamin qui jouait dehors avec les potes, ou t'as eu rapidement, enfin les DS et tout ça, ça n'existait pas, mais à cette époque-là, il y avait quand même je sais pas, on remarque, non, on n'avait pas de jeux informatiques à l'époque. Dans les années 40 Dans les années 20 Dans les années 20, on prenait le tramway et on était très contents. On allait à Ménilmontant. Et on allait au bal du village et ça se passait très bien. Non, mais en fait, moi, c'est pas que je veux pas en parler, mais c'est que j'ai des vagues souvenirs. J'ai une très bonne mémoire de certaines choses. Maintenant, moi, je sais que j'avais il y a des choses dans lesquelles je ne rentrerai pas de ma vie, où j'ai été désocialisé pendant très longtemps, et ce qui fait qu'en fait j'avais pas beaucoup de copains. Et quand j'ai eu l'occasion d'avoir des copains, alors il y a une époque un peu avant la préadolescence, tu vois, vers 9-10 piges, où j'avais plein de potes, et puis on avait les mêmes idoles, etc. Donc on passait beaucoup de temps ensemble, mais par contre moi j'étais dehors beaucoup. J'avais pas de rond.
clairement, moi j'avais vraiment, on n'avait pas de rond à la maison, quoi. Il n'y avait pas de fric du tout. Mais quand je te dis du tout, c'est du tout. Donc, moi, les jouets, les jeux, les trucs comme ça, on n'avait pas de jeux de société. On avait un pauvre Scrabble qu'on avait récupéré, je sais pas où, il manquait la moitié des lettres. Et moi, ça me servait plus à caler des meubles qu'autre chose. J'avais pas de jeu. On avait sérieusement, attention, mesdames et messieurs, vous qui écoutez, sortez votre paquet de Kleenex. Vous allez pleurer. Je vais sortir mon violon de Zigane derrière, tu sais, pour faire le truc. Mais à la maison, il y avait un Scrabble et un jeu de cartes. Voilà. J'ai eu un vélo que très tard, quand j'étais limite pré-ado et quand ça m'intéressait plus. Et puis j'ai bossé très tôt, moi. J'ai bossé très tôt. À 12 ans, je bossais déjà le mercredi et le samedi. Je bossais chez un disquaire qui me faisait ranger les disques, déballer les boîtes, machin, etc. Tous les arrivages de la semaine, il les gardait le mercredi et le samedi, et je déballais, je rayonnais, etc. Alors j'étais payé un peu en disque, et puis à l'époque un peu en black, tu vois. Et avec mes premiers sous, je me suis acheté mon premier skateboard. Tu vois, c'était un truc de ouf. Je m'étais acheté un skateboard, et là, putain, j'en ai fait du skate. Mais j'ai usé les roues. Je les ai usées. Parce qu'à l'époque, c'était juste pas possible de pouvoir changer tes roulements. Tu vois, ça n'existait pas. Ouais. Ah ouais, c'était ton skateboard, il faisait... À la fin, les roues, elles grinçaient, parce qu'il y avait plus de... Les roulements à billes, ils étaient plats, quoi. Les billes, elles étaient plates. Non, mais voilà, j'ai fait beaucoup de skate. J'allais partout avec mon skateboard. C'était un relais bleu, je m'en rappelle, avec des roues quad rouges, et j'allais partout. Mais pour ceux qui vont connaître, hein, j'allais de chez moi, j'habitais à Bondy, dans le 93, et j'allais au skatepark de la Villette de Bondy jusqu'à la Villette en skate. D'accord. Voilà. Ça fait une tirée. À l'époque, il y avait le skatepark de la Villette, à l'endroit où maintenant il y a la Cité des Sciences et tout ça. Et putain, ouais, voilà. Mais j'étais un gamin, j'étais plutôt dehors, parce que à la maison, chez moi, il y avait rien, quoi. Il y avait rien. Tu y faisais quoi alors? Parce que si t'avais pas beaucoup de potes et que t'étais dehors, du coup, tu t'occupais comment? Oh là, on rentre dans l'analyse. Bah, en fait, j'ai passé beaucoup de temps à explorer la ville où j'étais. C'est-à-dire que très môme, vraiment très môme, et c'est là que tu te rends compte que c'était peut-être une époque un peu moins rude, peut-être aussi par certains côtés. C'est que tu te baladais. Moi, je partais quand il n'y avait pas école, je partais le matin, je revenais le soir, et j'avais exploré un peu tous les coins possibles et imaginables de la ville où j'habitais. Et c'était génial, ça, tu vois. C'était génial. C'est de là qu'est venue ta passion de la photo ou... Tu rêvais déjà d'avoir un appareil à cet âge-là pour pouvoir prendre justement en photo les lieux que tu visitais de ta ville? Tu crois pas si bien dire, parce que très vite, en fait, encore une fois, alors c'est pas pour faire pleurer dans les chaumières, parce qu'on en a parlé, donc j'expose les faits. Je viens vraiment d'une famille où voilà, on n'avait rien. Et très vite, en fait, j'ai pu accéder dans la ville où j'habitais au club photo. Et donc, en effet, je prenais des photos avec un petit appareil pourri, etc. Tu vois, je prenais des photos et j'allais les développer le mercredi avec Club Photo. On allait développer nos photos, nos tirages papier. À l'époque, bien entendu, le numérique n'existait pas. Donc, on prenait des tirages papier. Et c'est vrai que voilà, j'ai toujours aimé. Moi, tu sais, j'ai quelques idoles dans la vie. Vraiment des gens, il y a des gens qui sont plus là, des artistes, des écrivains, des cinéastes ou quoi que ce soit. Il y a des gens, tu vois, quand ils disparaissent, et ben vraiment j'ai été triste. Pourtant je suis pas un fanboy, tu vois. Ouais. J'ai eu la chance de croiser quelqu'un que j'admire énormément dans ma vie. J'ai croisé une fois un artiste connu. Je suis pas allé lui demander un autographe, tu vois. Ouais. Il était au resto, il était à côté de moi. Mais quand je te dis à côté de moi, c'est-à-dire qu'il était à moins d'1 mètre de moi. En fait, c'était Antoine Decaune, tu vois. Ouais. J'ai bouffé un endroit où j'étais à côté de lui, mais jamais je serais lui demander quoi que ce soit. Parce que il bouffait, il était comme moi, il venait manger sa gamelle et il avait qu'une envie, c'était de manger, qu'on lui foute la paix. C'est ça, c'était d'être tranquille, ouais. Ah. Donc, par contre, voilà, j'ai quelques idoles. On a parlé d'Angus Young tout à l'heure, Jimi Hendrix, ça c'est pour la musique, mais j'ai quelques idoles après, et notamment dans des photographes, voilà, que moi j'ai, voilà, des fois je peux être très ému en
une photo, quoi. Ou voilà, il y a quelqu'un qui s'appelle James Natchway, qui est un photographe de presse, un photographe de guerre. Ces photos, voilà, quand je serai grand, je voudrais être comme lui, quoi. C'est en gros. Voilà. C'est un sacré boulot, ça d'ailleurs, photographe de guerre, hein. Les mecs, chapeau bas quand même, hein, parce que. Un mec exceptionnel. Donc voilà, toi, quand j'étais gamin, j'étais explorateur, on va dire. Explorateur de banlieue. Explorateur de banlieue parisienne. Voilà. C'est vrai que je faisais, voilà, c'était un peu ça, toujours seul. Et puis après, j'ai eu la chance j'avais des copains, des voisins qui étaient très présents. Donc on a passé pas mal de temps à inventer des jeux aussi, parce qu'ils étaient tout aussi pauvres que je ne l'étais. Donc voilà. Et puis après, il y a des potes qui m'ont fait découvrir la BD, des choses comme ça. Il y a un pote qui s'appelait Jean-Pierre qui m'a fait découvrir, la BD. Il avait des bandes dessinées chez lui, le truc de ouf, tu vois. Il avait des BD chez lui et il avait même un magnétoscope. Bah oui, en plus, ils vont se marrer les plus jeunes là qui nous écoutent, parce que l'arrivée du magnétoscope, qui est aujourd'hui un truc de dinosaure, je vous rappelle les jeunes qu'on a connu la télé en noir et blanc, nous. Ouais, Parce que moi j'ai vu arriver la télé chez mes parents, elle était en noir et blanc à l'époque. On n'en était pas plus aussi au film muet, mais on était en noir et blanc. Je me rappelle de ça, et les premières émissions couleur, moi j'étais sur le cul, quoi. Ouais. Mais moi, mon fils petit, il a vu un film en noir et blanc. Tu sais, j'avais mis un film un DVD avec un film en noir et blanc, Ouais. et il me demandait pourquoi la télé était cassée. Oui, bah c'est ça. C'est- C'est ça. Alors moi d'ailleurs ça me fait halluciner, parce que ma gamine, elle adore les films en noir et blanc et les films muets. Mm. Et je me dis, ça me stupéfie d'air, comme je dis, parce que elle a 8 ans, quoi, et à cet âge-là, en général, t'aimes plutôt ce qui est clinquant, et puis surtout ce qu'on te livre entièrement, c'est-à-dire un film justement pas muet, où l'histoire, t'as plus qu'à te glumer sur ton siège à regarder, et puis tu te nourris de ce qu'on te donne, et voilà, alors que le cinéma muet fait appel à ta réflexion, forcément, puisque tu te dois d'essayer de comprendre ce que l'acteur veut te transmettre, et qui t'amène à l'histoire et tout. Et j'étais stupéfaite. On en parlait hier justement, hein, avec elle et sa grand-mère, et où ma mère lui disait qu'elle a bien sûr connu le cinéma muet, et moi le noir et blanc, et elle me disait, oh là là, mais j'aimerais trop moi que la télé elle soit à nouveau en noir et blanc et en muet. Bah, c'est Alors, éteindre le son et toucher au contraste, luminosité, saturation, etc. Et hop, l'affaire est dans le sac. c'est vrai, remarque. Ouais, mais sauf que le jeu des acteurs est pas le même, donc pour le coup je crois qu'on comprendrait pas le film de la même manière. Voilà. Donc, non, mais c'est vrai que voilà, quoi. Gamin, c'était ça, mes trucs. C'était vraiment. Et justement, ouais, on reparle, parce qu'on parle de cinéma noir et blanc, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de cinéma, quoi. Ça, c'était vraiment le truc. Voilà. C'était ça, gamin. Gamin, c'était ça. D'accord. Et l'école, tu y allais jusqu'à quel âge? T'aimais ça? École, comment te dire? Euh, alors, l'école, en fait, c'était. Pour moi, ça a été un truc abracadabrant. Ça a été un truc abracadabrant. Déjà, je suis arrivé à une époque où on a tenté de m'expliquer que les maths modernes, c'était vachement bien. Donc, déjà, j'avais du mal à comprendre que les tables de multiplication soient importantes dans la vie. Donc, imagine quand on a commencé à me parler de bûchettes et d'ensemble. Voilà, j'ai toujours été un peu fâché. C'est la grande anecdote de ma vie scolaire. J'avais un prof de maths qui était absolument génial, qui essayait de nous apprendre des trucs qui rentraient dans le cerveau d'à peu près 1% des gens qui étaient dans son cours, et qui avait écrit sur mon dernier bulletin scolaire du collège. À la fin de mon année de 3e, j'avais eu 0,75 sur 20 en maths à l'année. J'avais marqué « peut faire mieux, mais mal ». Et ça... J'avais trouvé ça absolument fabuleux. J'adorais ce mec-là. Et il avait marqué aussi sur un autre bulletin, je crois que je les ai toujours tellement ça m'a fait rire. Il avait marqué une autre note, un autre trimestre, je crois. Il avait marqué au résultat de Franck Guillaume, au résultat de Monsieur Franck Guillaume, moi qui ne crois pas en Dieu, bientôt j'y croirai encore moins. Et
Et j'avais trouvé ça vraiment très drôle. J'adorais ce mec-là. Il s'appelait Monsieur Couché. Je le salue. Il doit être un papy maintenant. Mais je le salue. Et il était génial, quoi. Il était génial. Il avait toujours le même par-dessus, une gabardine pourrie. Il venait en vélo et il se cassait la gueule régulièrement devant le collège. Et vraiment, ce mec-là me faisait beaucoup rire. Et il me prenait pour un neuneu. C'était génial parce que je sais que tu fais des efforts. Je sais. Et je sais que tu fais rien. C'est pas ta faute. C'était super, en fait, j'adorais ce truc-là. L'école, c'était un monde à part pour moi. Déjà, ça a été un monde particulier parce que quand j'ai commencé ma scolarité sur le tard, tu sais, les gens vont se dire, mais il vivait où? Il était en Albanie, coincé dans... Non, c'est un peu particulier, puis j'ai pas envie d'en parler. Mais quand je suis arrivé à l'école sur le tard, en fait, moi déjà, j'ai pas compris qu'il existait des endroits avec autant d'enfants en même temps. C'est-à-dire que pour moi, c'était improbable. Je suis pas allé à l'école maternelle, par exemple, et je suis arrivé directement en primaire à l'école, et je ne comprenais pas qu'il puisse y avoir autant d'enfants dans le même endroit. Ça me semblait irréel et surtout dangereux. Tu vois, je veux dire, les autres, je leur disais, le signal, c'était ne m'approchez pas. C'est-à-dire que le premier qui m'approche, je le mords. Tu vois, c'était vraiment... je voulais pas qu'on m'approche, ça me faisait peur, en fait. Et puis après, j'étais surtout... je pense que j'étais surtout une grosse feignasse quand j'étais au collège. Non, en fait, c'est pas que j'étais un feignant, parce que j'ai toujours beaucoup travaillé. Ça m'a posé beaucoup plus de problèmes qu'autre chose. Mais c'est surtout que ça me gonflait qu'on me... Moi, le théorème de Pythagore ou les règles de 3 ou les divisions à virgule ou les fractions, ça me faisait chier, quoi. Mais vraiment, j'essaye le plus possible dans la vie de ne pas avoir accès aux chiffres. Pour te dire, j'ai pas fait mes comptes depuis mai 1991, donc les chiffres, voilà. D'accord, donc oui, donc l'école et toi, vous étiez pas extrêmement potes. En fait, t'es un vrai autodidacte. J'ai peur de dire oui parce que ça fait toujours très prétentieux. Par contre, moi, les livres qu'on me donnait à l'école, je ne les ai jamais lus. C'est-à-dire que j'avais des zéros pointés. Quand on m'imposait un livre de Pagnol ou je ne sais pas quoi, ça me plaisait pas. Par contre, avant mes 12 ans, peut-être avant mes 11 ans, j'avais lu l'intégralité des San Antonio. Voilà. Ouais, mais de toute façon, ça c'est un des problèmes avec l'école. Il serait temps qu'ils se mettent en musique, à leur faire arrêter le pipeau et puis à leur faire écouter de la musique qui les touche, et puis en lecture, effectivement, de réserver ce type de lecture pour peut-être un peu plus tard, quoi, parce que... Ils sont super contents quand... Enfin, moi, je sais pas. Après, l'éducation nationale, pour moi, a toujours été un grand mystère. Un grand mystère. Maintenant, bon, il y a des règles. Voilà. Je dis juste que, oh là là, les pauvres enfants, maintenant, qui sont en classe, oh là 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 là, ces règles... En plus, voilà, maintenant, on parle de classes surchargées, de trucs comme ça, c'est-à-dire que c'est encore pire. Mais l'école et moi, c'était... je prenais ce qui m'intéressait. Le reste, je faisais pas. Donc, c'était ce côté-là où voilà, j'ai été peut-être aussi un peu élevé comme ça. C'est pas fais ce que tu veux, t'es le roi du monde. C'était prends ce qui va te servir à avancer et ce qui va te freiner, le fais pas. Donc, c'est-à-dire, c'est un genre de truc de survie, si tu veux. Voilà, pour faire court. Donc voilà, alors autodidacte, bah oui peut-être, et puis voilà, moi ça m'a forcé à l'ouverture d'esprit le plus possible. Je dis pas que je suis ouvert d'esprit et que j'ai toujours été super ouvert d'esprit. J'ai sûrement été très très con comme beaucoup de monde, mais bon voilà quoi. Donc l'école, c'était un univers que je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas qu'on puisse avoir qu'il faille absolument changer de cahier tous les ans alors que le premier n'était pas rempli complètement. C'est ça, comme par des trucs comme je ne comprenais pas que moi qui ne suis, qui pourtant j'essaye d'être quasiment jamais en retard, je ne comprenais pas qu'on m'engueule parce que j'arrivais en cours avec 2 minutes de retard. Ça me... quand on me disait bah tu vas chercher un truc chez le directeur, tu vas chercher un mot d'absence ou de retard, je rentrais chez moi. Tu vois, moi j'ai fait flipper
une école entière, et sans le vouloir. Hein. Moi, on m'a dit une instite qui était une peau de vache, voilà, qui était vraiment une peau de vache, m'a dit sors, je ne veux plus te voir dans cette classe. Et je suis rentré chez moi, mais j'avais 8 ans. Et dans l'école, tout le monde m'a cherché partout. Voilà. Et ils sont venus chez moi en dernier recours en me disant oui, ouvre la porte, il faut que tu retournes à l'école. Et ça, j'ai fait non, je n'ouvrirai pas. Vous m'avez demandé de partir, moi je suis parti. Maintenant, je suis chez moi, je lis. Laissez-moi, monsieur. En fait, ouais, ça a été plutôt dramatique. C'est-à-dire que je prenais tout un peu trop au pied de la lettre. Oui, c'est ça. Je mettais dans les choses et j'en mets toujours peu, hein, comme on me le reproche assez souvent. C'est-à-dire que dans ma vie, il y a deux positions, ouvert ou fermé, si tu veux. Et parfois, il faut que j'apprenne maintenant. Et avec les dégradés de gris, ouais. J'apprends là. Je suis dans une grande phase où je me dis que faire des erreurs, que voilà, ça fait partie de la vie. Mais voilà, gamin, c'était plutôt ça. C'était plutôt, voilà, j'avais un petit peu une réputation de au collège, à l'école, au collège, puis après auprès du commissariat de mon quartier, d'insoumis. C'était un peu ce truc-là. Alors je veux pas sortir mon drapeau et dire je suis un insoumis. Non, je suis comme tout le monde, je suis dans le moule et tout va bien. Mais par contre, voilà, la première fois qu'un agent de police m'a demandé si j'avais mes papiers, je lui ai demandé et vous. Et j'ai fait une belle garde à vue. Mais c'est pas un exemple qu'il faut retenir. C'est pas bien de faire ça. C'est débile. Mais c'était très naïf de ma part. Ouais, t'étais comme ça, quoi. C'était très naïf de ma part. On me demandait si j'ai mes papiers. Oui, ouais, et vous les avez, quoi. Toi, c'était pas pour faire l'effronter. C'était juste comme ça. Voilà, c'était un peu mon enfance, c'était un petit peu ça. Et du coup, en tant que père, parce que je crois que tu as des enfants, tu en as 3, c'est ça? Non. Pourquoi j'avais noté que tu avais 3 gamins? Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout. J'ai un enfant, j'ai un garçon. J'ai un garçon un ado maintenant, d'un certain âge. Je vais lui laisser un peu sa vie privée à lui. Oui, bien sûr. Mais du coup, tu te positionnais comment, toi, en tant que père, par rapport à ce que tu as vécu justement en tant qu'enfant, avec ton gamin, par rapport à l'école, au jeu, à tout ça? De mon point de vue ou plutôt de son point de vue? Oh bah les deux, tiens. Les deux. Son point de vue, je suis un gros con, forcément. C'est normal, hein. Oui. C'est normal. Parce que parfois j'interdis. Donc voilà, j'interdis peu, notamment le jeu vidéo, tu vois, c'est pas un truc que j'ai interdit, c'est moi qui ai amené le truc à la maison, quoi. Ouais. Vraiment. Par contre, je mettais des nuances. Voilà, moi le PEGI, pour moi c'était quelque chose d'important. Alors des PEGI à la con, comme un interdit, un moins de 12 ans sur un Dragon Ball Z, bon là les mecs, faut qu'ils révisent leur copie un peu. Je pense qu'ils sont... encore une fois, je pense qu'on donne des décisions à prendre à des gens qui feraient mieux de garder des vaches, mais bon, ça c'est mon opinion à moi. Famille de France, c'est un peu le problème. Hein. Ouais. Parce que c'est eux, PEGI 18, c'est Famille de France qui est derrière. Donc du coup, effectivement, il y a des fois où tu te dis, mais ils ont bu. C'est pas possible. Oui, c'est encore pire pour Famille de France, si tu veux. En plus. En même temps, bon, après c'est un grand discours, je crois que c'est difficile de rentrer dedans, il nous faudrait des heures, des jours. En même temps, pourquoi on met pas un PEGI moins 18 au JT de 20h, quoi? Moi je comprends pas. Ouais. Voilà. Moi c'est un truc, voilà, alors de son point de vue je suis sûrement un gros con, ça c'est clair. De mon point de vue, je vais dire cette chose là que ça va pas parler aux plus jeunes d'entre vous qui nous écoutez, mais je pense que le boulot le plus dur que j'ai eu à faire dans ma vie, c'est d'être papa. Ça, c'est un travail très très difficile. Et quand on dit un travail, c'est une image. Hein, c'est pas pour voilà, je prends pas ma progéniture pour un boulot. Mais c'est vrai que c'est très compliqué. Moi, voilà, je vais faire une phrase bateau. J'ai fait ce que j'ai pu, quoi. Voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. On en est tous là, hein, je crois, de toute façon. Mal fait des choses, j'ai essayé d'apporter le plus de choses possible, et puis voilà quoi. Maintenant après je sors un peu mon joker parce que ma vie c'est ma vie, la sienne c'est la sienne, je veux pas le mêler à ça, je pense bien que sûr, ça... Bien sûr. Je pense que c'est
un jeune homme très réservé, très bien, mais très réservé, et je pense qu'il n'a pas tellement envie de voir son histoire voilà, comme ça, balancée. Ouais, non, mais en plus, je te dis, moi, ce qui m'intéressait là-dedans, c'était plutôt de savoir comment tu te positionnais, est-ce que tu étais plutôt un persévère ou pas, etc. Maintenant, effectivement, raconter la vie de tes enfants, enfin de ton enfant, ça n'a aucun intérêt, et c'est pas le lieu. Alors je pense un père assez sévère. Alors à ma grande fierté, je n'ai jamais levé la main sur un enfant ni une femme, donc ça j'en suis très 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 fier. Mais par contre voilà, c'est-à-dire que j'autorisais pas tout. J'autorisais beaucoup, mais pas tout. Oui. Voilà. J'autorisais pas tout. Ça, c'est un truc qui est très important pour moi. C'est vrai que il y a beaucoup de... Voilà, alors c'est peut-être pas une réussite, hein, je sais pas, mais en tout cas, voilà, je pense que je suis un père assez sévère. Je suis quelqu'un de très exigeant avec moi, donc forcément, je suis avec les autres, j'essaye de l'être de moins en moins avec les autres et de plus en plus avec moi. C'est ça, pour moi, le meilleur ratio, c'est ça. Mais en tout cas, ouais, j'ai dû être un père pas facile, ça je pense, maintenant, mais on se marrait bien, par contre. On se marre bien, mais voilà, peut-être pas facile. Je sais pas, c'est pas à moi de le dire, je sais pas. Moi, je me vois comme ça, mais peut-être que c'est pas ça la vérité. Ah, il te le dira en temps et en heure, s'il en a envie, de toute façon. Mais c'est vrai que c'est... Comment dirais-je, souvent, les gamins, ils ont une période comme ça où c'est difficile pour eux. Et puis après, quand ils deviennent un petit peu plus adultes, c'est la période de l'adolescence qui est compliquée à gérer avec les parents. Et puis après, ils se rendent compte qu'effectivement, c'est important d'avoir un minimum de règles de toute façon. Ouais. De toute façon. Exactement. Bon bah écoute, voilà, l'interview touche à sa fin. Du coup, ce que je te propose, c'est que je vais te... Alors déjà, je vais commencer par vraiment te remercier très sincèrement de m'avoir accordé cette interview. En plus, qui était super. Je suis bien contente, on aura passé un long moment ensemble. Donc je sais pas encore si je vais vous mettre l'interview en une fois ou en deux, parce qu'elle risque pour le coup d'être très longue. Mais en tous les cas, merci beaucoup Franck d'avoir accepté d'être avec moi aujourd'hui et d'être avec nous. Et puis je vais te laisser le mot de la fin. Oh bah écoute, alors merci beaucoup à toi de m'avoir invité, vraiment ça me fait plaisir. C'est vrai que j'ai répondu à des questions auxquelles je réponds pas d'habitude, donc ça me fait vraiment plaisir de l'avoir fait en plus. Je sais pas si tu vas passer l'intégralité, mais je pense il y a des trucs à couper. Oui, je vais pas. Je pense qu'il y a des trucs à couper. Je vais passer, disons, l'intégralité avec quelques petits passages qui seront peut-être coupés, mais rien de probant. En tout cas, je te remercie beaucoup de m'avoir invité, vraiment, sincèrement. C'était un bon moment. Bah écoute, j'espère que, en tout cas, je ne décevrai pas trop de monde. Et puis, bah, je vous dis à tous très bientôt. On se retrouve bientôt, un peu partout. Merci beaucoup à vous tous, en tout cas, et merci Biloulette de m'avoir invité. Mais je t'en prie, c'était un réel plaisir. Et puis, bah, donc, vous retrouverez Franck sur sa prochaine émission, Franck Connection. Et de toute façon, je vous mets tous les liens dans le descriptif de la vidéo. Merci encore Franck, merci à vous de nous avoir écoutés. Et puis écoutez, le prochain canapé sera avec pour l'instant l'invité mystère. Je ne vous en dirai pas plus. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée ou journée en fonction des heures auxquelles vous nous écoutez. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye. For it, no one to agree. One blinking number is light enough to see. Strobe changing my motions into one series of stills. Windows are paintings of people staying warm, hung outside their house.